Mes parents m'ont dit, ta sœur a besoin de ton fonds universitaire parce qu'elle est enceinte. Tu peux financer tes études toi-même, ça forge le caractère. J'ai retiré la totalité du fonds et j'ai déménagé du jour au lendemain. 5 ans plus tard, ils m'ont appelé pour me supplier de les aider parce que ma sœur avait vidé leur compte retraite. Je leur ai envoyé un coupon pour des cours destinés à forger le caractère, et j'ai bloqué le numéro. Salut Reddit. Avez-vous déjà été l'enfant responsable, celui qui faisait tout correctement, juste pour voir votre frère ou sœur raté être récompensé pour avoir tout fait de travers? Ouais, c'était toute mon enfance. Mais quand mes parents ont essayé de voler mon fonds universitaire pour renflouer ma sœur enceinte, je leur ai donné une leçon sur les conséquences qu'ils n'oublieront jamais. Attachez vos ceintures, parce que ça va être satisfaisant. Donc, je suis Riley, 23 ans, un homme, et j'ai une sœur nommée Ashley, 26 ans. C'est l'enfant chéri de la famille depuis le jour où elle a appris à pleurer sur commande. Je parle de compétences en manipulation de niveau olympique dès l'âge de 5 ans. Cette gamine pouvait ouvrir les vannes plus vite que vous ne pouviez dire, c'est injuste. Et soudainement, je devenais le méchant, juste parce que j'existais. En grandissant, le favoritisme était si évident qu'il aurait fait rougir un scénariste de sitcom. Ashley voulait des cours de danse? Maman l'a immédiatement inscrite au studio le plus cher de la ville, lui a acheté 3 justes au corps différents, et a assisté à chaque récital comme si elle regardait des premières danseuses au Lincoln Center. J'ai demandé des cours de guitare une fois, et on m'a répondu, peut-être l'année prochaine. Une année prochaine, qui, d'une manière ou d'une autre, s'est transformée en jamais. Quand Ashley a eu 16 ans, elle a embouti la voiture de maman dans une boîte aux lettres parce qu'elle envoyait des SMS à son copain en conduisant. Vous savez ce que mes parents ont dit? Ces choses arrivent, ma chérie. C'est à ça que sert l'assurance. Je suis rentré à la maison avec 10 minutes de retard sur le couvre-feu, après mon service au garage automobile où je travaillais le week-end, et j'ai été privé de sortie pendant 2 semaines pour avoir été irresponsable et irrespectueux. Le 2 poids, 2 mesures était absolument dément. Ashley pouvait sécher les dîners de famille pour traîner avec ses amis, et c'était acceptable parce que, elle est si populaire, on devrait être fier. Si je sautais un seul dîner du dimanche parce que je devais remplacer quelqu'un au travail, soudainement, j'abandonnais la famille et je ne comprenais pas le sens des priorités. Mais voici le truc. J'ai compris assez tôt que me plaindre du favoritisme me faisait juste passer pour quelqu'un de mesquin. Alors, j'ai baissé la tête, j'ai travaillé dur, et je suis devenu l'enfant qui n'avait besoin de rien de personne. J'ai eu d'excellentes notes sans aide. J'ai fait des petits boulots depuis mes 15 ans. J'ai économisé chaque centime. J'ai appris que l'autonomie était la seule chose fiable dans la vie. Mes parents adoraient raconter aux gens qu'ils avaient 2 enfants complètement différents. Ashley était le papillon social qui illuminait chaque pièce. Traduction, elle faisait la fête constamment et réussissait à peine ses cours. J'étais le sérieux qui était tellement concentré sur l'école. Traduction, j'avais la tête sur les épaules et je me souciais vraiment de mon avenir. Le plus drôle? Il disait ça comme si c'était juste une différence de personnalité, et non le résultat direct de la façon dont il nous avait élevés. Ashley n'a jamais appris ce qu'étaient les conséquences, car elle n'en a jamais affronté aucune. J'ai appris que les conséquences étaient inévitables, alors autant garder une longueur d'avance sur elles. À la dernière année du lycée, nos chemins étaient assez tracés. Ashley s'en sortait de justesse avec des C et des D, séchant les cours pour traîner avec son copain loser, Cory. Oui, c'est son vrai nom. Et oui, il était exactement comme vous l'imaginez. De mon côté, je maintenais une moyenne de 3,9 tout en travaillant 20 heures par semaine chez Henderson Auto Repair. Le propriétaire, M. Henderson, était un vétéran du Vietnam bourru d'une 60aine d'années, qui gérait l'endroit comme une opération militaire. Il effrayait la plupart des lycéens qui essayaient de travailler là-bas. Mais moi, j'adorais ça. Pas de conneries, pas d'excuses. Soit tu faisais le travail correctement, soit tu le refaisais jusqu'à ce que ce soit bon. T'es l'un des bons, me disait-il pendant qu'on remplaçait des plaquettes de frein ou qu'on permutasie des pneus. La plupart des gamins de ton âge ne peuvent même pas arriver à l'heure, et encore moins travailler vraiment. Venant de lui, c'était pratiquement l'équivalent d'un câlin. L'argent que je gagnais là-bas allait directement dans mon fonds universitaire. Enfin, pas directement. D'abord, il allait sur mon compte bancaire. Ensuite, je le transférais vers le plan d'épargne études, type 529, que mon grand-père avait mis en place pour moi à ma naissance.
Voyez-vous, grand-père Jim était le seul de la famille qui voyait clair dans le jeu de mes parents. C'était le père de ma mère, un ingénieur à la retraite qui croyait en la récompense de l'effort réel plutôt que du potentiel. À ma naissance, il a ouvert un fonds universitaire à mon nom. À chaque anniversaire et à Noël, au lieu de jouets, il y déposait de l'argent. Tes parents ont de bonnes intentions, m'a-t-il dit une fois quand j'avais environ 14 ans. Mais ils confondent t'aider et assister. Tu vas avoir besoin de ça le moment venu. Il avait raison. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, entre les contributions de grand-père et mes propres dépôts issus de mon travail, ce fonds contenait environ 42,000 $. Pas assez pour couvrir 4 années dans une école privée chic, mais assez pour me permettre de fréquenter une université d'État sans me noyer sous les dettes. J'avais été accepté à l'université d'État avec une bourse académique partielle. Entre la bourse, mon fonds universitaire et mon travail à temps partiel, je pourrais obtenir mon diplôme sans dette si je faisais attention. C'était le plan. C'était toujours le plan. Le plan d'Ashley, en revanche, semblait impliquer d'échouer au collège communautaire après un semestre, puis d'enchaîner une série d'emplois dans la vente au détail qu'elle quittait dès qu'elle s'ennuyait. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans une boutique du centre commercial, principalement pour pouvoir utiliser sa réduction d'employés. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Environ 3 semaines avant mon départ prévu pour l'université, Ashley débarque à un dîner de famille avec Cory à sa suite, l'air nerveuse comme pas possible. Maman prépare un rôti de bœuf. Papa fait semblant de s'intéresser au match de baseball à la télé. Et moi, j'essaie juste de manger en paix avant mon service du soir. Ashley s'éclaircit la gorge comme si elle allait annoncer qu'elle a gagné à la loterie. Alors, on a une nouvelle. La table devient silencieuse. Même papa coupe le son de la télé. On attend un bébé, Queen Ashley en saisissant la main de Cory, comme s'il venait de se fiancer à la royauté au lieu de s'être mis en cloque à 26 et 27 ans respectivement. Le visage de maman fait ce truc bizarre où elle essaie d'avoir l'air heureuse et horrifiée en même temps. Papa fixe juste son rôti comme s'il pouvait contenir des réponses. Je continue de manger parce que, honnêtement, j'avais vu le coup venir à des kilomètres. C'est merveilleux, ma chérie, réussit finalement à dire maman, sa voix atteignant ce ton aigu qu'elle prend quand elle essaie de se convaincre de quelque chose. C'est une telle bénédiction, n'est-ce pas, chérie? Elle donne un coup de pied à papa sous la table. Ouais, bénédiction. Super. Papa est encore en train de traiter l'information. On peut pratiquement voir la calculatrice tourner derrière ses yeux, comptabilisant combien tout ça va lui coûter. Cory, à son crédit, a l'air convenablement terrifié. On est vraiment excité, dit-il, la voix se brisant légèrement. Ça va être génial. Je suis assis là, pensant au fait que Cory travaille dans un kiosque de téléphonie au centre commercial et qu'Ashley ne peut pas garder un emploi plus de 4 mois. Ces deux-là peuvent à peine prendre soin d'eux-mêmes, et encore moins d'un être humain entier. Mais souligner cela ferait de moi le méchant, alors je garde ma bouche fermée et je me concentre sur mes haricots verts. Le dîner dégénère en discussion logistique. Où vont-ils vivre? L'appartement d'Ashley est un studio qui peut à peine contenir une personne. Comment vont-ils payer les affaires du bébé? Ont-ils pensé à l'assurance santé? Quid de la garde d'enfants quand le bébé sera là? Chaque question reçoit la même réponse vague, on va trouver une solution. La phrase universelle des gens qui n'ont jamais trouvé de solution à quoi que ce soit de toute leur vie. Je finis mon dîner, je m'excuse et je pars au travail. Pendant que je permute des pneus et fais des vidanges, je réfléchis à la façon dont tout cela va se dérouler. J'ai déjà vu ce film. Ashley se retrouve dépassée par les événements. Mes parents se précipitent pour la sauver, et d'une manière ou d'une autre, on s'attend à ce que je sois compréhensif et solidaire pendant qu'ils vident leurs ressources pour la maintenir à flot. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était qu'ils s'en prennent à mon fonds universitaire. 2 jours plus tard, mes parents convoquent une réunion de famille. Chez moi, les réunions de famille ne concernaient jamais rien de bon. Il s'agissait toujours de quelqu'un ayant besoin de quelque chose de quelqu'un d'autre. Habituellement, moi devant être plus compréhensif à propos du dernier drame d'Ashley. Je rentre de mon service chez Henderson S pour les trouver assis dans le salon, avec ces visages sérieux que les gens arborent quand ils sont sur le point de demander un rein. Riley, assieds-toi, dit papa en montrant le fauteuil en face d'eux. Nous devons parler de la situation d'Ashley. Je m'assois, sachant déjà où cela va mener, mais espérant avoir tort. Maman intervient avec son discours répété.
Ta sœur traverse une période très difficile en ce moment. Elle va être mère, et c'est une énorme responsabilité. Elle a besoin de soutien, pas de jugement. Super. Et moi, quand est-ce que je reçois du soutien pour m'être tué à la tâche ces 5 dernières années? Papa prend le relais. Le truc, c'est qu'un bébé coûte cher. Il y a les factures d'hôpital, les meubles de la chambre, les couches, le lait maternisé, les vêtements, les visites chez le pédiatre. Ça s'accumule vite. D'accord, dis-je lentement, attendant toujours que le couperet tombe. Maman se penche et me tapote la main comme si j'étais sur le point de recevoir une nouvelle dévastatrice. Nous avons réfléchi, et nous pensons que la meilleure solution est qu'Ashley utilise ton fonds universitaire pour l'aider à s'installer avec le bébé. Je les fixe, tout simplement. J'ai sûrement mal entendu. Mes parents ne viennent sûrement pas de suggérer de voler mon fonds universitaire pour payer les conséquences des actes de ma sœur. Pardon? Maintenant, avant que tu ne t'énerves, commence papa en faisant ce geste calme de la main comme s'il négociait avec un preneur d'otages. Écoute-nous. Ashley a besoin de cet argent maintenant. Toi, en revanche, tu es intelligent. Tu es capable. Tu peux financer tes études en travaillant comme le font beaucoup d'étudiants. Ça forge le caractère. Ça forge le caractère. Ils veulent voler mon fonds universitaire, et ils présentent ça comme s'ils me faisaient une faveur. C'est mon argent, dis-je, ma voix remarquablement stable compte tenu de la rage qui monte dans ma poitrine. Grand-père Jim a mis ça en place pour moi. J'y contribue depuis que j'ai 15 ans. C'est pour mon éducation. Les yeux de maman deviennent humides. Sa signature. Riley, s'il te plaît, ne sois pas égoïste. Ta sœur a besoin d'aide. C'est ce que fait la famille. On s'entraide. On s'entraide. Quand exactement Ashley m'a-t-elle aidé pour quoi que ce soit? Ce n'est pas la question, dit papa sèchement. La question est qu'elle a besoin de ça maintenant. Tu peux obtenir des prêts étudiants comme tout le monde. Tu t'en sortiras très bien. L'audace est honnêtement impressionnante. Ils veulent que je m'endette pour la prochaine décennie afin qu'Ashley puisse meubler une chambre pour un bébé qu'elle a fait avec son copain bon à rien. Non, dis-je simplement. Maman a l'air choquée, comme si le mot « non » ne figurait pas dans son vocabulaire lorsqu'il s'agit des besoins d'Ashley. Riley, tu ne réfléchis pas correctement. Ta sœur va être mère. Un bébé a besoin de choses. Tu es jeune. Tu as toute la vie pour rembourser des prêts. Et elle est plus âgée que moi. Elle a eu toute sa vie d'adulte pour ne pas tomber enceinte de quelqu'un qui peut à peine payer son propre loyer. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Le visage de papa prend cette teinte rouge spéciale. Cela signifie qu'il est sur le point de perdre son sang-froid. Tu vas aider ta sœur. Nous sommes tes parents et nous te disons que c'est ce qui va se passer. Non, ça n'arrivera pas, le fonds est à ton nom, mais nous sommes tes parents. Nous pouvons y accéder en ton nom jusqu'à tes 25 ans, dit maman, et je peux voir qu'elle a répété cette phrase. Voici ce qu'il ne savait pas. Grand-père Jim était plus intelligent que tous réunis. Lorsqu'il a mis en place ce plan 529, il s'est assuré qu'une fois mes 18 ans atteints, moi seul pourrais y accéder ou y apporter des modifications. Le compte était à mon nom, sous mon contrôle. Point final. En fait, vous ne pouvez pas, leur dis-je en me levant. Le contrôle total du compte m'a été transféré quand j'ai eu 18 ans. Vous n'y avez aucun accès. L'expression sur leur visage? Inestimable. La bouche de maman tombe littéralement ouverte. La confusion de papa se transforme rapidement en colère. Ce vieux fourbe, commence papa, puis il se reprend. Ton grand-père n'avait aucun droit de faire ça sans en discuter avec nous. Il avait tous les droits. Ce n'est pas votre argent. Ça ne l'a jamais été. C'est le mien. Riley, s'il te plaît. Maman pleure maintenant. De vraies larmes cette fois. Ta sœur a vraiment besoin de ça. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur la volonté d'aider la famille? Je les regarde tous les deux. Ces gens qui ont passé toute mon enfance à me montrer exactement où je me situais dans leurs priorités. Maintenant, ils me demandent de sacrifier mon avenir pour la sœur qui n'a jamais eu à sacrifier quoi que ce soit. La famille s'entraide, c'est ça, dis-je. Alors, quand j'ai demandé de l'aide pour des cours de guitare, où était cet esprit de famille? Quand j'avais besoin d'être conduit à la foire scientifique du district, où étiez-vous? Ah,
c'est vrai au récital de danse d'Ashley. Quand j'étais au tableau d'honneur chaque semestre et que vous le remarquiez à peine, est-ce que c'était ça la famille qui s'entraide? C'est de l'histoire ancienne, aboie papa. Arrête d'être dramatique. Non, c'est un schéma répétitif. Et j'ai fini d'être celui qui doit comprendre, se sacrifier et plier pour qu'Ashley puisse continuer à faire de mauvais choix sans conséquence. Je sors du salon et me dirige directement vers ma chambre. Derrière moi, j'entends maman pleurer plus fort et papa dire quelque chose sur le fait de m'apprendre le respect. Je m'en fiche désormais. Je fais un sac avec l'essentiel, j'attrape mon ordinateur portable et j'envoie un SMS à mon pote Jordan, je peux crècher chez toi quelques jours? Drame familial. Toujours, mec. La porte est ouverte. Avant de partir, je fais 3 choses. Premièrement, je me connecte à mon compte 529 et je vérifie que moi seul peux y accéder. Deuxièmement, je transfère chaque centime de ce compte vers un compte d'épargne différent dans une banque différente, une que mes parents ne connaissent absolument pas. La totalité des 42 127 $ et 18 cents. Troisièmement, j'écris un mot et je le laisse sur le comptoir de la cuisine, puisqu'Ashley a tellement besoin de l'argent et que je peux simplement financer mes études moi-même parce que ça forge le caractère, j'ai facilité la tâche à tout le monde. Le fonds a disparu. J'ai retiré chaque centime et je l'ai déplacé quelque part où vous ne pourrez pas y toucher. Je paierai ma propre éducation avec mon propre argent, tout comme vous le vouliez. Considérez ceci comme ma démission de mon poste de plan de secours familial. Bonne chance avec le bébé. J'attrape mes clés et je sors, laissant mon téléphone derrière moi pour qu'il ne puisse pas me harceler avec des tentatives de culpabilisation. Le trajet jusqu'à l'appartement de Jordan est presque méditatif. Je suis calme d'une manière qui devrait probablement m'inquiéter. Pas de colère, pas de regret, juste cette clarté d'avoir enfin arrêté de jouer à un jeu truqué. Jordan me jette un coup d'œil et attrape 2 sodas dans son frigo. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui raconte tout. L'annonce au dîner, la réunion de famille, la demande pour mon fonds universitaire, tout. Le visage de Jordan passe par plusieurs expressions avant de se figer sur le dégoût. Mec, il voulait que tu renonces à ton argent pour l'université pour que ta sœur puisse acheter des berceaux. Ouais. C'est tordu, même pour ta famille. Jordan et moi étions amis depuis le collège. Il avait été témoin d'assez de dîners de famille et de fêtes pour savoir exactement à quoi ressemblait la dynamique de mon foyer. Il appelait ça de la prise d'otage émotionnelle, ce qui était probablement la description la plus précise que j'ai jamais entendue. Alors, c'est quoi ton plan? Demande-t-il. Finir l'été en travaillant chez Henderson S. Commencer l'université en août comme prévu. Ne jamais retourner dans cette maison. Tu as vraiment fini avec eux. J'ai vraiment fini. Les jours suivants furent paisibles. L'endroit de Jordan était un petit appartement de 2 chambres qu'il partageait avec notre ami commun Ryan. Ils avaient tous les deux obtenu leur diplôme l'année précédente et travaillaient à temps plein tout en suivant des cours au collège communautaire. Ce n'était pas chic, mais c'était sans drame, ce qui rendait l'endroit meilleur que n'importe quel hôtel 5 étoiles. J'ai acheté un nouveau téléphone avec un nouveau numéro, que je n'ai donné qu'à mon employeur, Jordan, Ryan et quelques autres amis proches qui ne le divulgueraient pas à mes parents. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une institution complètement différente et j'y ai transféré tout mon argent. Monsieur Henderson a remarqué que quelque chose était différent quand je suis arrivé pour mon service ce lundi-là. Ça va, gamin? Tu as l'air d'avoir dormi dans ta voiture. Histoire de famille. Je crèche chez des amis pour un moment. Il m'a étudié pendant un long moment. Henderson avait cette façon de lire les gens qui venaient probablement de séjour à l'armée. Tes parents te causent des soucis pour l'école? Quelque chose comme ça. Il a hoché la tête lentement. Quand je suis revenu du Vietnam, mon vieux voulait que je reprenne sa quincaillerie. Il avait planifié toute ma vie. J'ai rejoint l'armée à la place. Et il ne m'a pas parlé pendant 2 ans. Est-ce qu'il a fini par changer d'avis? Éventuellement. Ça lui a pris du temps pour réaliser que je ne demandais pas la permission de vivre ma vie. Il m'a tapé sur l'épaule. Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire pour ta famille, c'est de leur montrer que tu n'es pas leur propriété. Maintenant, au boulot. Ces plaquettes de frein ne vont pas se remplacer toutes seules. Le travail me gardait sain d'esprit. Entre mes services chez Henderson S et les petits boulots de réparation de voitures pour les gens du quartier, j'amassais beaucoup d'argent. À la fin de l'été,
j'avais économisé 6,000 $ supplémentaires en plus de mon fonds universitaire. Pas mal pour 3 mois. J'ai appris par la sœur de Jordan, qui était amie avec Ashley sur les réseaux sociaux, que mes parents devenaient fous en essayant de me trouver. Ils étaient allés chez Henderson Auto Repair, mais monsieur Henderson leur avait dit que j'avais démissionné. Ce n'était pas vrai, et ils ne savaient pas où j'étais allé. Ils avaient retrouvé quelques-uns de mes amis, mais tout le monde a fait l'idiot. Apparemment, Ashley a pété les plombs quand elle a réalisé que le fonds universitaire avait vraiment disparu. Elle a posté une longue tirade sur les réseaux sociaux à propos des membres de la famille égoïste et du fait d'être abandonnée alors qu'elle était dans le besoin. Les commentaires étaient principalement composés de ses amis d'accord pour dire que j'étais horrible, mélangés à quelques personnes soulignant que peut-être elle aurait dû penser aux finances avant de tomber enceinte. Ma mère a essayé d'appeler chaque numéro qu'elle avait pour moi. Ils étaient tous déconnectés ou appartenaient à des gens qui n'avaient aucune idée d'où j'étais. Papa a apparemment menacé de me signaler comme personne disparue, mais j'avais 18 ans et j'étais légalement autorisé à partir, donc ça n'a mené nulle part. La seule personne qui connaissait toute la vérité était grand-père Jim. J'avais conduit jusqu'à chez lui un samedi pour tout expliquer. Il vivait à environ 1 heure de route, dans cette petite maison qu'il avait construite lui-même dans les années 70. Je l'ai trouvé dans son atelier, travaillant sur une sorte de nichoir en bois avec sa précision méticuleuse habituelle. Je me demandais quand tu passerais, a-t-il dit sans lever les yeux de son ponçage. Ta mère m'a appelé 6 fois cette semaine pour demander si je savais où tu étais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu étais un adulte prenant des décisions d'adulte et que je n'étais pas ton gardien. Il a finalement levé les yeux vers moi. Ils ont essayé de prendre le fonds universitaire, n'est-ce pas? Comment as-tu? Parce que je connais ma fille. Une femme intelligente à bien des égards, mais elle a un angle mort de la taille du Texas quand il s'agit d'Ashley. Elle l'a toujours eu. Il a posé son papier de verre. Tu as déplacé l'argent? Chaque centime. Nouvelle banque, nouveau compte, complètement séparés. Il a souri. Et c'était la première approbation sincère que je ressentais de la part de quiconque dans ma famille depuis des mois. Bien. J'ai mis en place ce fonds pour toi parce que je savais que tu l'utiliserais vraiment pour son but. La situation d'Ashley n'est pas ton urgence. Maman a dit que la famille est de la famille. La famille est de la famille, mais aider signifie soutenir quelqu'un à travers un défi, pas lui permettre d'éviter les conséquences. Il a fait un geste vers son atelier. J'ai appris à ta mère et à son frère comment utiliser des outils, comment réparer des choses, comment être autonome. Ton oncle Dan a utilisé ses compétences pour bâtir une carrière de charpentier. Ta mère les a utilisées pour. Eh bien, elle sait au moins comment accrocher des tableaux. Le fait est que je leur ai donné les mêmes outils. Ce qu'ils en ont fait était leur choix. Nous avons parlé pendant des heures ce jour-là. Il m'a raconté des histoires sur ses propres parents, sur l'apprentissage de leçons difficiles, sur la différence entre aider et nuire. Quand je suis parti, il m'a tendu une enveloppe. N'ouvre pas ça avant d'être installé dans ton dortoir, a-t-il dit. À l'intérieur se trouvait un chèque de 5,000 $ et un mot, pour les manuels scolaires, les meubles, ou tout ce dont tu as besoin. Fier de toi pour avoir tenu bon. Amour, grand-père. J'ai pleuré dans ma voiture pendant 10 minutes avant de retourner chez Jordan. Le mois d'août est arrivé plus vite que prévu. Le jour de l'emménagement à l'université d'État était le chaos de la meilleure façon possible. Des étudiants de première année partout. Des parents aidant à porter des mini-frigos et des lampes de bureau. Ce mélange d'excitation et de terreur qui accompagne le début de quelque chose de complètement nouveau. J'ai emménagé seul dans mon dortoir. Pas de famille, pas de parents prenant des photos, personne pleurant sur leur bébé, quittant la maison. Juste moi, mes affaires et mon avenir. Et honnêtement, c'était parfait. Mon colocataire était un gars nommé Blake, originaire de Californie, qui s'était retrouvé d'une manière ou d'une autre dans une université du Midwest. Un type cool, en pré-médecine, obsédé par la randonnée et l'escalade. On s'est tout de suite entendu. Pas de parents pour t'aider à emménager, a-t-il demandé alors que je hissais mon dernier carton en haut des escaliers. Non, ils n'ont pas pu venir. Plus facile que d'expliquer la vérité. L'université était tout ce que j'avais espéré. J'avais choisi une majeure en ingénierie automobile. Je me suis dit qu'autant transformer mes années chez Henderson en une véritable carrière. Les cours étaient difficiles mais gérables. Je me suis fait des amis facilement.
J'ai rejoint un club axé sur la restauration de voitures classiques. J'ai commencé à sortir avec une fille nommée Avri, de ma classe d'ingénierie, qui trouvait attirant que je puisse reconstruire une transmission. J'ai décroché un emploi à temps partiel dans un garage local près du campus. Le propriétaire, Franck, était un mécanicien de la vieille école qui appréciait que je sache réellement ce que je faisais. Entre ça et le fait d'être intelligent avec l'argent de mon fonds universitaire, je m'en sortais bien financièrement. Pas de dette, pas de stress, pas de drame familial. Le premier semestre a filé. J'appelais grand-père Jim tous les dimanches, je lui envoyais des photos des projets sur lesquels je travaillais dans mes cours d'ingénierie. Il me renvoyait des commentaires et des encouragements, terminant généralement par « Continue de me rendre fier, gamin ». Thanksgiving est venu et reparti. Je l'ai passé avec la famille de Blake qui avait pris l'avion pour lui rendre visite. Ils étaient normaux d'une manière qui me semblait presque étrangère. Des parents qui traitaient leurs enfants comme des individus, des frères et sœurs qui semblaient vraiment s'apprécier. Des conversations de dîner qui ne dégénéraient pas en culpabilisation ou en manipulation. Pendant les vacances de Noël, j'ai pris des services supplémentaires au garage de Franck, j'ai gagné pas mal d'argent, j'en ai économisé la majeure partie, et je me suis acheté un ordinateur portable décent pour remplacer mon vieux qui rendait l'âme. Je ne suis pas rentré chez moi, je n'ai pas appelé. J'ai envoyé une carte à grand-père Jim et une photo de mon bulletin de notes du semestre d'automne. Que des A. Sa réponse, c'est ce qui arrive quand tu investis en toi-même au lieu d'investir dans les mauvaises décisions des autres. Fier de toi. J'ai appris par la bande l'espionnage sur les réseaux sociaux de la sœur de Jordan qu'Ashley avait eu son bébé juste avant Noël. Une fille. Elle l'a nommée avec un prénom à la mode que j'ai immédiatement oublié. Les photos montraient Ashley et Cory l'air épuisés et dépassés. Mes parents planaient à l'arrière-plan de chaque photo, faisant clairement la majeure partie des soins réels au bébé. Maman a apparemment passé les vacances à poster des statuts Facebook passifs-agressifs sur « les membres de la famille qui abandonnent leurs proches pendant les moments importants » et « le vrai sens de la loyauté familiale ». Plusieurs proches ont commenté en demandant où j'étais. Et maman répondait avec des réponses vagues disant que j'étais « occupé avec l'école » et que je « traversais une phase ». Une phase. Comme si se défendre était l'équivalent d'une rébellion adolescente dont je sortirais une fois que j'aurais retrouvé la raison. Jordan m'envoyait des captures d'écran. Parfois, on riait de leur délire. Ashley postait constamment sur la « vie de mère célibataire », même si elle avait Cory et nos parents pour l'aider, et comment on découvre qui est sa vraie famille quand les temps sont durs. L'ironie du fait qu'elle se plaigne que les gens n'aident pas après avoir essayé de voler mon fonds universitaire échappait apparemment à tout le monde, sauf à moi. Le semestre de printemps a été encore meilleur que l'automne. Ma moyenne générale est restée forte. J'ai été promu chef mécanicien le week-end au garage de Franck. Et les choses devenaient sérieuses entre Avri et moi. La vie était belle d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Cet été-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai obtenu un stage dans une entreprise de fabrication qui produisait des pièces automobiles. La paie était correcte. L'expérience était précieuse. Et cela signifiait rester loin de ma famille et de leurs drames. Ce schéma a continué en 2e année, 3e année, 4e année. Je suis rentré chez moi exactement 0 fois. J'ai passé les vacances avec des amis, avec la famille d'Avri, ou parfois juste seul dans mon appartement. J'avais déménagé hors du campus après la première année avec 3 autres étudiants en ingénierie. J'ai fait des stages chaque été. J'ai obtenu mon diplôme avec les honneurs et une moyenne de 3,87, avec des offres d'emploi de 3 entreprises automobiles différentes. Pendant ces 4 années, mes parents ont essayé de me contacter peut-être 15 fois. Toujours le même thème, quand vas-tu arrêter cette rancune ridicule? Ashley a vraiment besoin de son frère en ce moment. Il est temps de laisser le passé derrière soi et d'être à nouveau une famille. Jamais d'excuses. Jamais de reconnaissance de ce qu'ils avaient essayé de faire. Juste des exigences pour que je passe à autre chose, et que je revienne pour que les choses puissent revenir à la normale. Grand-père Jim est venu à ma remise de diplôme, s'est assis dans le public avec les parents d'Avri, a applaudi quand j'ai traversé l'estrade, et m'a emmené dîner pour célébrer. Il avait 82 ans et avait conduit 4 heures juste pour me voir obtenir mon diplôme. Ta mère m'a appelé la semaine dernière, a-t-il dit devant nos steaks ce soir-là. Elle voulait savoir si j'allais à ta remise de diplôme. Je lui ai dit que je ne manquerais ça pour rien au monde. Elle a demandé si elle pouvait venir avec moi. Qu'est-ce que tu as répondu?
Je lui ai demandé si elle avait au moins pris la peine de savoir quand ou où avait lieu la remise de diplôme. Elle ne l'avait pas fait. Il a coupé son steak. Riley, je ne vais pas te dire comment gérer tes parents. Ce sont tes affaires. Mais je dirais ceci, d'après mon expérience, les gens qui refusent de reconnaître leurs erreurs ne feront que les répéter. J'ai beaucoup pensé à ça au cours des mois suivants. J'ai commencé mon premier vrai travail en tant qu'ingénieur automobile dans une entreprise spécialisée dans les composants de véhicules électriques. Bon salaire, excellents avantages. J'étais vraiment excité d'aller travailler chaque matin. J'ai emménagé dans mon propre appartement, un vrai appartement d'adulte avec des meubles que j'avais choisis et des murs que je pouvais peindre de la couleur que je voulais. Avery et moi nous sommes fiancés. Elle finissait son master en génie mécanique. Nous parlions d'acheter une maison dans quelques années, peut-être de fonder une famille un jour. Des trucs normaux de la vie adulte. Et je ne pensais pas du tout à mes parents ou à Ashley. C'était juste des gens que je connaissais autrefois. Des personnages d'une vie passée qui n'avaient rien à voir avec mon présent. 5 ans après être sorti de cette maison, tout a changé. Ça a commencé par une demande de connexion sur LinkedIn. Ashley. Je l'ai ignoré. Puis est venu un message Facebook de sa part. J'avais gardé un profil minimal juste pour rester en contact avec des amis du lycée, mais j'avais bloqué ma famille il y a des années. D'une manière ou d'une autre, elle avait contourné cela avec un nouveau compte. Le message était long. Quelque chose sur l'espoir de renouer, trop de temps a passé, et, la famille ne devrait pas rester séparée comme ça. Je l'ai supprimé sans tout lire. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel au travail. La réceptionniste me passe l'appel avant que je puisse l'arrêter. Riley Morrison, c'est ta mère. J'aurais dû raccrocher immédiatement. Au lieu de cela, la curiosité l'a emporté. Qu'est-ce que tu veux? Sa voix était différente. Plus vieille, fatiguée. Riley, s'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai besoin de te parler. C'est important. Si c'est une autre tentative de culpabilisation à propos d'Ashley. Ce n'est pas à propos d'Ashley. Enfin, si. Mais est-ce qu'on peut s'il te plaît juste se rencontrer? Juste une fois? Je promets que je te laisserai tranquille après si c'est ce que tu veux. Quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Pas la manipulation à laquelle j'étais habitué, mais un véritable désespoir. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la rencontrer dans un café près de mon bureau. Territoire neutre, lieu public, voie de sortie facile si nécessaire. Elle avait vieilli plus que 5 années ne devrait le justifier. Cheveux plus gris, plus de rides autour des yeux, épaules affaissées d'une manière qui suggérait qu'elle portait un poids qui n'était pas physique. Nous nous sommes assis avec nos cafés dans un silence gênant. Elle continuait d'ouvrir la bouche pour parler, puis s'arrêtait comme si elle avait répété cela mais oublié son texte. Je ne te donnerai pas d'argent, ai-je dit finalement, brisant la tension. Peu importe de quoi il s'agit, si cela implique de l'argent, la réponse est non. Elle a tressailli. C'est juste. Je mérite ça. Ça m'a déstabilisé. Durant toutes mes années de jeunesse, je n'avais jamais entendu ma mère admettre qu'elle méritait quoi que ce soit de négatif. Ton père et moi avons des ennuis, a-t-elle dit doucement. Des ennuis financiers. De gros ennuis. Nous pourrions perdre la maison. D'accord, ai-je dit prudemment. Et tu veux quoi de moi? Je ne demande pas d'argent. Je voulais juste que tu entendes ça de ma bouche avant de l'entendre de quelqu'un d'autre. Elle a entouré sa tasse de café de ses mains. Ashley vit avec nous depuis la naissance de sa fille. Elle et Corey se sont séparés environ 8 mois après l'arrivée du bébé. Elle est revenue vivre à la maison temporairement et n'est jamais repartie. C'est malheureux, mais ce n'est pas mon problème. Je sais. Je sais que ça ne l'est pas. Je ne te demande pas de régler ça. J'essaie juste d'expliquer ce qui s'est passé. Elle a pris une respiration tremblante. Au cours des 5 dernières années, Ashley nous a pris de l'argent. Beaucoup d'argent. Au début, c'était pour le bébé couche, lait, visite chez le médecin, des choses comme ça. Mais ensuite, c'est devenu tout. Crèche, école maternelle, vêtements, jouets, activités. Chaque mois, il y avait quelque chose de nouveau dont elle avait besoin. J'attendais. Il devait y avoir plus. Nous n'avions pas réalisé à quel point ça s'accumulait. Ton père et moi travaillions encore tous les deux et nous pensions aider, être de bons grands-parents et parents.
Mais Ashley ne prenait pas seulement ce qu'on lui donnait. Elle. Les mains de maman tremblaient maintenant. Elle avait accès à nos comptes bancaires pour payer des choses pour le bébé. Nous pensions pouvoir lui faire confiance. Elle retirait du liquide, achetait des choses dont nous n'étions pas au courant, utilisait nos cartes de crédit, et ne payait ensuite que les minimums. Combien? Ai-je demandé. Sur 5 ans? Elle a regardé son café. Environ 180,000 $. J'ai réellement ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Vous avez donné 180,000 $ à Ashley? Nous ne lui avons pas donné. Elle les a pris. La majeure partie, nous ne le savions même pas jusqu'au mois dernier, quand ton père a été convoqué au RH. L'entreprise réduit ses effectifs. Il est forcé de prendre une retraite anticipée. Quand nous nous sommes assis pour regarder nos comptes de retraite afin de faire le point sur nos finances. Elle a laissé sa phrase en suspens. Laisse-moi deviner. Vide. Elle a hoché la tête. Elle avait obtenu l'accès d'une manière ou d'une autre. Elle a pris presque tout. Nous ne comprenons toujours pas comment elle a fait techniquement, mais l'argent a disparu. Quand nous l'avons confrontée, elle a dit qu'elle en avait besoin pour subvenir aux besoins de sa fille et que nous aurions dû mieux la soutenir de toute façon. L'audace de cette femme, ma sœur, pas ma mère. Bien qu'honnêtement, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. C'est malheureux, ai-je répété. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu me racontes ça. Parce que je réalise maintenant que ce que nous t'avons fait était mal. Ses yeux s'embuaient. Nous avons essayé de prendre ton fonds universitaire pour Ashley. Et quand tu ne nous as pas laissé faire, nous nous sommes dit que tu étais égoïste. Mais tu n'étais pas égoïste. Tu te protégeais pour ne pas devenir ça. Elle s'est désignée vaguement d'un geste. Nous avons assisté Ashley toute sa vie, et maintenant nous sommes fauchés et sur le point de perdre notre maison parce que nous ne lui avons jamais appris que les actions ont des conséquences. J'attendais la demande, l'appel à l'aide, la culpabilisation sur le fait de les laisser devenir sans abri. Ça n'est pas venu. Je ne te demande pas de nous aider, a-t-elle dit doucement. Je te demande d'apprendre de nos erreurs. Ne laisse personne, pas même la famille, profiter de ton travail acharné et de ton succès. Tu as eu raison de partir. Tu avais raison sur tout. Elle s'est levée, a laissé un billet de 10 $ sur la table pour les cafés, et est sortie. Je suis resté assis là pendant 20 minutes de plus, traitant ce qui venait de se passer. Une excuse. Un véritable aveu de culpabilité. Après 5 ans de silence radio et de tentatives occasionnelles de manipulation, ma mère avait réellement reconnu qu'elle avait tort. C'était bizarre. Pas exactement satisfaisant, mais quelque chose. Je suis retourné au travail, j'en ai parlé à Avery ce soir-là au dîner. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Rien. Ce n'est pas mon problème. Une semaine plus tard, papa a appelé sur ma ligne professionnelle. La réceptionniste l'a passé avant que je puisse l'arrêter. Riley, c'est papa. Qu'est-ce que tu veux? Ta mère t'a parlé de notre situation. Nous avons besoin d'aide. Je sais que tu as dit pas d'argent, mais nous sommes sur le point de tout perdre. La banque va saisir la maison dans 30 jours. C'est malheureux. Riley, s'il te plaît. Nous sommes tes parents. Nous avons fait des erreurs, mais... Vous m'avez dit que financer mes études moi-même forgerait le caractère. Je l'ai coupé. Vous aviez raison. Ça a tellement forgé mon caractère que j'ai appris à voler de mes propres ailes. Alors, voici mon conseil, peut-être que la saisie immobilière forgera votre caractère aussi. Et, peut-être qu'Ashley peut trouver un travail et aider. Ça forge le caractère, non? J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. 2 jours plus tard, Ashley a appelé d'un numéro masqué. J'ai fait l'erreur de répondre. Tu vas vraiment laisser maman et papa perdre leur maison, a-t-elle hurlé immédiatement. Pas de bonjour. Pas d'intro. C'est de ta faute. Si tu avais juste aidé il y a des années au lieu d'être égoïste. Laisse-moi bien comprendre. Tu leur as volé 180,000 $, mais c'est moi l'égoïste? Je n'ai rien volé. Je suis leur fille. Ils voulaient m'aider. Belle histoire. Bonne chance avec ça. J'ai bloqué le numéro. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un avocat nommé David Chen.
Il s'avérait que mes parents avaient déposé le bilan et que les tribunaux enquêtaient sur les retraits d'Ashley de leur compte de retraite. Apparemment, elle avait falsifié des signatures pour obtenir l'accès. Nous montons un dossier pour fraude, a expliqué Shen. Vos parents ne voulaient initialement pas porter plainte, mais ils n'ont plus vraiment le choix maintenant. Le syndic de faillite insiste. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous êtes listé comme bénéficiaire sur certaines de leurs polices. De plus, nous avons trouvé des preuves qu'ils ont tenté d'accéder à votre fonds universitaire il y a 5 ans. Cela pourrait être pertinent pour établir un modèle de décision financière. Je lui ai fait une déclaration sur l'incident du fonds universitaire. Je lui ai envoyé des copies des transferts de compte que j'avais fait quand j'avais déplacé l'argent. Je ne me sentais pas très bien de faire partie de l'affaire, mais je n'allais pas mentir pour aucun d'entre eux non plus. Toute l'affaire est passée au tribunal environ 4 mois plus tard. Je n'y ai pas assisté, mais la sœur de Jordan m'a tenu au courant via son espionnage sur les réseaux sociaux. Apparemment, Ashley s'est présentée en tailleur, l'air d'aller à un entretien d'embauche, essayant de jouer la carte de la mère célibataire en difficulté. Ça n'a pas marché. Le juge a statué qu'elle avait commis une fraude financière. Il l'a condamnée à 18 mois de mise à l'épreuve, à une restitution de 180,000 $. Bonne chance avec ça et lui a interdit d'avoir accès aux comptes financiers de qui que ce soit d'autre sans ordonnance du tribunal. Mes parents ont perdu leur maison de toute façon. Trop de dettes, trop peu d'argent de retraite restant. C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Mes parents ont emménagé dans un appartement de 2 chambres dans un quartier moins cher de la ville. Papa a pris un emploi à temps partiel dans une quincaillerie. Maman a commencé à travailler dans la vente au détail dans un grand magasin. Ils avaient tous les deux une 60aine d'années, faisant des boulots qu'ils pensaient probablement ne plus jamais avoir à faire. Ashley a dû trouver un vrai travail. 2 travaux, en fait. Service du matin dans un café, service du soir dans une épicerie. Sa fille était à l'école publique maintenant, et Ashley apprenait ce que ça faisait de travailler pour chaque dollar. J'ai entendu tout ça par la bande. Je n'ai pas pris contact, je n'ai pas offert d'aide, j'ai juste observé de loin pendant qu'il gérait les conséquences. Environ 6 mois après le procès, je suis rentré du travail pour trouver un paquet sur mon pas de porte. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une brochure pour « Construire l'indépendance financière », un cours pour forger le caractère pour adultes, un programme d'un collège communautaire. Il y avait un mot de maman. Nous suivons ce cours, apprenant ce que nous aurions dû apprendre il y a des décennies. Tu avais raison sur tout. Nous sommes désolés. La phrase sur le fait de « forger le caractère » m'a fait rire. Je l'ai montré à Avery. Mes parents prennent des cours de finances personnelles. C'est en fait un peu triste. Ouais, mais aussi un peu nécessaire. J'ai jeté la brochure. J'ai gardé le mot, par contre. Je l'ai mis dans un tiroir. La vie a continué. Avery et moi nous sommes mariés au tribunal avec nos amis présents. Nous avons acheté une maison 1 an plus tard. 3 chambres, un garage que j'ai transformé en atelier. J'ai été promu au travail au poste d'ingénieur en chef sur un grand projet de véhicule électrique. J'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. Grand-père Jim venait nous rendre visite tous les quelques mois. Il se promenait dans mon atelier, regardait le projet sur lequel je travaillais, racontait des histoires sur ses propres jours d'ingénierie. Il avait 87 ans et était toujours aussi vif. Quand il est décédé 2 ans plus tard, il m'a laissé sa maison et 50,000 $ d'économie. Le testament stipulait spécifiquement, à Riley, qui a réussi par lui-même sans avoir besoin de la permission ou de l'argent de personne. Fier de toi, gamin. Les funérailles furent la première fois que je voyais mes parents depuis presque 6 ans. Ils semblaient plus vieux, fatigués, plus petits d'une certaine manière. Papa portait un costume qui semblait avoir été acheté dans une friperie. Les cheveux de maman étaient complètement gris maintenant. Ils ne m'ont pas approché, ont juste hoché la tête depuis l'autre bout de la pièce lors du service. Ashley n'était pas là. Elle n'avait pas pu prendre congé, apparemment. Après l'enterrement, maman m'a rattrapé sur le parking. Riley, on peut parler? J'ai regardé ma montre. 2 minutes. On s'en sort mieux. On travaille tous les deux, on paie les factures. Ton père suit des cours de finance. Je suis gérante au magasin maintenant. Ashley a 2 emplois. Elle a déposé le bilan l'année dernière. Elle est en logement social. Tant mieux pour vous deux.
On ne demande rien. On voulait juste que tu saches qu'on a enfin compris. Les actions ont des conséquences. Ouais, c'est le cas. Elle a hoché la tête lentement, m'a tendu une enveloppe et est retournée vers la Honda Civic déglinguée de papa. Je l'ai ouverte dans ma voiture. À l'intérieur, il y avait un chèque de 1,000 $ et un mot, issu de la vente des outils de ton grand-père. Il aurait voulu que tu aies ça. Maman et papa. J'ai déposé le chèque sur un nouveau fonds universitaire que j'avais ouvert. Je me suis dit qu'un jour j'aurais peut-être des enfants et qu'ils pourraient réellement utiliser leur argent pour l'université. 3 ans plus tard, Avery et moi avons eu notre premier enfant, un garçon. On l'a appelé James, d'après grand-père Jim. J'ai envoyé un faire-part de naissance à mes parents. J'ai reçu une carte en retour avec des félicitations et une obligation d'épargne de 25 $. Ashley a envoyé un texto, j'ai entendu que tu avais eu un bébé. Félicitations. Je vais mieux maintenant. Un seul travail, assistante de direction. Désolé pour tout. Je l'ai lu. J'ai enregistré le numéro sous « Ashley bloqué ». Mes parents ont continué à envoyer des cartes pour les fêtes. De petits cadeaux pour James. Une peluche. Un livre. 20 balles. Ils n'ont jamais insisté pour des visites. Juste des gestes discrets pour dire qu'ils étaient là si je le voulais. Le mois dernier, papa a envoyé un email. Objet, mise à jour, ta mère et moi avons pris notre retraite l'année dernière. Petite pension, sécurité sociale, appartement d'une chambre. On s'en sort. Ashley est gérante de magasin maintenant. Meilleur appartement. Sa fille est au collège. Bonne note. Nous avons appris à vivre modestement et à ne pas encourager les mauvais choix. Il a fallu plus de 60 ans pour apprendre ce que tu savais à 18 ans. Je l'ai montré à Avery. Tu penses que tu répondras un jour? Peut-être, ai-je dit. Quand j'en aurai envie. Ou peut-être pas, James a 3 ans maintenant. C'est un gamin heureux, il adore m'aider dans l'atelier. Avery est enceinte de notre deuxième. Ma carrière se porte à merveille. La vie est belle. Hier, j'ai reçu un paquet par la poste. À l'intérieur se trouvait une voiture en bois, sculptée à la main, poncée et lisse. Il y avait un mot de la main de papa, j'ai fait ça dans un cours de menuiserie au centre communautaire. J'ai pensé que James aimerait peut-être. Pas de pression pour répondre. Je voulais juste qu'il ait quelque chose fabriqué par son grand-père. La voiture était en fait bien conçue. Bois solide, roue lisse qui tournait vraiment. Souci du détail. Je l'ai mise sur une étagère dans la chambre de James.